remercie Monsieur Huet pour, cette invitation à présenter aux élus du centre, la boîte à outils que nous avons créée, en 2023, qui concerne le handi-streaming, donc c'est-à-dire, l'intégration de la dimension du handicap dans toutes les politiques. C'est une boîte à outils qu'on a créée, au départ pour, les autorités fédérales, donc à la demande de la secrétaire d'État à l'égalité des chances, mais qui peut tout à fait être transposée, dans d'autres contextes, à d'autres niveaux de pouvoir et notamment au niveau communal, comme on va essayer de vous le montrer avec ma collègue, Audrey. L'objectif de cette boîte à outils, c'était vraiment de pouvoir informer, les décideurs politiques, les fonctionnaires et aussi de leur fournir différents outils, concrets, conseils pratiques pour pouvoir mettre en place une vraie politique de handi-streaming dans leur politique. On vous enverra bien entendu la présentation, la boîte à outils handi-streaming suite, à notre intervention. Donc vous aurez toute une série, d'éléments de ressources qui pourront vous aider. Mais voilà. Donc je vous propose pendant la présentation peut-être, de garder vos questions, éventuellement de les écrire dans le chat et on y répondra par la suite pour être sûr, d'être le plus efficace possible parce que le temps nous est compté. Voilà, je vais céder la parole à ma collègue Audrey qui va vous présenter brièvement UNIA. Donc bienvenue. Alors, pour faire bref, UNIA, c'est quoi? Ex-Centre pour, l'égalité des chances. Déjà, nous sommes interfédérales parce que nous sommes le fruit, d'un accord de coopération entre les entités fédérées, à savoir Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles, Région Bruxelles-Capitale et l'État fédéral. Nous sommes indépendants, malgré le fait que nous soyons publics, indépendants, parce qu'à un moment donné, on va pouvoir remettre en question certaines politiques qui sont prises et qui ne sont pas en accord avec les législations de discrimination. Alors, nous avons deux missions essentielles. Un, la lutte contre les discriminations et deux, la promotion de l'égalité, égalité des chances. Alors, il faut savoir aussi par rapport au handicap que UNIA est mandatée pour faire appliquer la convention ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Voilà, et donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on vous rencontre aujourd'hui. Et à UNIA, on a trois métiers essentiels. Le premier, c'est traiter les dossiers individuels de discrimination. Et donc, pour votre information, en 2023, nous avons reçu 6 706 signalements de discrimination. Vous dire que ce chiffre n'est pas représentatif de la réalité parce qu'en fait, on a plein de personnes qui n'ont pas connaissance en fait de leurs droits et donc des personnes qui nous sollicitent pas. Et donc, ce nombre de signalements n'est qu'une partie visible de l'iceberg en fait. Donc voilà, donc premier métier, traitement de dossiers individuels. Le deuxième métier, c'est produire des avis et des recommandations, par exemple, à l'égard de certaines politiques qui seraient prises et qui ne seraient pas correctes par rapport aux législations antidiscrimination. Et troisièmement, c'est former, informer, sensibiliser aux législations antidiscrimination, et donc un peu comme on fait aujourd'hui en fait. Voilà, alors je vais juste vous préciser quelques missions du service pour lequel je travaille. En fait, UNIA a décidé d'être au plus proche du citoyen et d'être au plus proche des politiques locales. Et donc, par rapport à ça, UNIA a créé le service local. Donc, nous sommes des ambassadeurs locaux. Moi, personnellement, je suis l'ambassadrice pour le Hainaut. Et bientôt, on sera deux d'ici quelques semaines. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir construire des réseaux avec les partenaires locaux, notamment avec vous en tant qu'élus. C'est aussi vous soutenir en tant qu'élu dans des politiques locales qui seraient prises en faveur de la diversité. C'est aussi former l'ensemble des partenaires locaux, qu'ils soient associatifs ou publics. Et c'est aussi traiter les dossiers individuels de discrimination. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va vous parler de handi-streaming, mais pour bien comprendre la notion de handi-streaming, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Et là, on va parler de handicap.
Et pour parler de handicap, on va se référer à la définition de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, qui est une définition un peu plus large que celle qu'on a coutume d'utiliser au niveau administratif. Alors, par handicap, alors j'espère que mon PowerPoint veut bien me suivre, on parle de personnes qui présentent des incapacités, qui sont de différents ordres, des incapacités physiques, mentales, intellectuelles, sensorielles. Donc ce sont toutes les incapacités, toutes les différentes sortes d'incapacités qu'une personne peut rencontrer. Ces incapacités doivent être durables et doivent rentrer en interaction avec un environnement qui est inaccessible, donc c'est-à-dire avec des barrières qui font obstacle à la pleine effective participation à la société des personnes sur base de l'égalité avec les autres. Donc on voit qu'on a ici une définition très large du handicap qui met vraiment l'accent sur le rôle prépondérant que l'environnement peut prendre pour créer des situations de handicap. Donc, par exemple, avec une définition aussi large, on admet au fait que le handicap peut dépendre d'un contexte ou d'un autre. Donc, on peut être en situation de handicap dans un contexte donné et ne pas l'être dans l'autre. Donc, par exemple, une personne en chaise roulante sera en situation de handicap lorsqu'elle se trouve face à un escalier, mais ne sera pas en situation de handicap lorsqu'elle peut circuler librement dans un bâtiment et pouvoir utiliser tous les services qu'il peut rendre. Donc, ça met bien en compte, ça met bien en avant l'importance de l'environnement dans la création de la situation de handicap. Il n'y a pas de référence dans cette définition à euh, une reconnaissance officielle de handicap. On est bien plus large que ça. Et donc, on est vraiment dans l'incapacité à pouvoir participer sur base de l'égalité avec les autres en raison de certaines incapacités. Et donc, avec cette définition large, on touche un très grand public qui est de l'ordre de 25 de la population, selon Eurostat, qui est concernée par des situations de handicap. Alors, quand je parle de 25 de la population, ça peut sembler très important comme chiffre, mais ça prend vraiment la population tout au long de sa vie. Donc, ça comprend également les personnes âgées qui ont des incapacités qui sont survenues avec l'âge et qui rencontrent des difficultés, par exemple, pour bien voir ou pour se déplacer dans la voirie. Si on se cantonne à la population active, donc les personnes entre 16 et 65 ans, là, ça représente environ 15 de la population. Donc, c'est quand même un nombre très important de la population qui peut être protégée par ce qu'on appelle le critère du handicap, tel qu'il est défini dans la Convention ONU des droits des personnes en situation de handicap. Je vais vous donner encore quelques chiffres, j'espère que je ne vais pas vous inonder, mais les chiffres des reconnaissances officielles de handicap, il faut savoir qu'on est à plus ou moins 6 de la population qui a une reconnaissance officielle de handicap auprès de la DG handicap. Donc ça représente près de 600 000 personnes en Belgique et près de 500 000, donc, c'est-à-dire près de 5 de la population, ont une carte de stationnement pour personnes handicapées. Donc vous voyez, on est quand même sur un public assez large. Alors, il faut savoir également que la plupart des handicaps sont des handicaps invisibles. On parle habituellement de 70 à 80 de handicap invisible. On parle aussi que seuls 20 des personnes handicapées ont un handicap qui était là à la naissance. Donc voilà, ça permet de mettre en évidence vraiment la grande variété des personnes en situation de handicap. Et donc ça comprend aussi bien la personne en chaise roulante, la personne déficiente visuelle, mais aussi, par exemple, les personnes qui sont malades chroniques, qui s'essoufflent facilement parce qu'elles ont des problèmes cardiaques, la personne épileptique, diabétique, toutes les personnes qui ont des maladies chroniques qui les empêchent de participer à la société, rentrent dans le champ du handicap. Alors, j'en viens maintenant à la notion de handi-streaming. La notion de handi-streaming, c'est en fait la contraction de deux termes, le handicap et mainstreaming. Et le mainstreaming, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'avoir une approche intégrée, transversale d'une problématique. Et donc, derrière le concept de handi-streaming se cache la nécessité d'avoir une approche transversale, de prendre en compte les situations de handicap dans toutes les dimensions politiques. Donc, il faut savoir que par le passé, on avait tendance à cantonner la question du handicap à l'échevinat, par exemple, des affaires sociales ou au CPAS. Maintenant, avec le handi-streaming, l'idée, c'est que tout le collège des bourgmestres et chefs se sentent concernés
et tous les ministères à d'autres niveaux se sentent concernés par la problématique du handicap. Parce que on peut faire le constat que chaque fois qu'une nouvelle mesure politique est prise, elle risque d'avoir un impact sur les personnes en situation de handicap. Et donc, il faut pouvoir réfléchir, chacun doit, dans ses compétences, pouvoir réfléchir à l'impact que les mesures ont sur les personnes en situation de handicap. Je pourrais vous citer quelques exemples, mais par exemple, enfin, on pourrait par exemple parler de la propreté. Quand un échevin de la propreté prend des mesures concernant, la taxe poubelle ou concernant, le coût vérité que va représenter le poids des déchets. Ça a des impacts sur les personnes en situation de handicap. On n'y pense pas directement, mais ça peut avoir des impacts, qui sont importants et il est important de pouvoir alors prévoir directement des dérogations. Je reviendrai sur ce point plus tard. Même chose, toutes les politiques de stationnement, de mobilité ont énormément d'impact sur les personnes en situation de handicap. Alors, pourquoi faut-il faire du handi-streaming? La première raison, c'est parce qu'on est face à une situation où les personnes en situation de handicap vivent encore de nombreuses inégalités structurelles. Elles ont un taux d'emploi qui est très faible. Donc en Belgique, il faut savoir que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est de 44%. Pour la région wallonne, il est encore plus bas, il est de 39%. Et on voit que ce taux est excessivement bas et place d'ailleurs la Belgique dans le bas du classement des pays européens. Donc on a vraiment un problème avec l'emploi des personnes en situation de handicap en Belgique. Il y a vraiment un grand écart entre les personnes sans handicap qui ont un taux d'emploi relativement élevé, enfin relativement, et celles avec un handicap qui ont un taux d'emploi assez faible. Les personnes en situation de handicap font face aussi à un risque accru de pauvreté. 23% des personnes en situation de handicap sont en risque de pauvreté monétaire. Elles font face à des problématiques de manque d'accessibilité et aussi, il y a une image dans la société actuelle qui est parfois une image du handicap qui n'est pas toujours adéquate. On a un peu une vision, soit, comme on peut dire, validiste dans notre société. Soit on regarde le handicap avec un peu d'apitoiement, soit on survalorise les situations de handicap. Donc il y a les personnes en situation de handicap se plaignent de ne pas avoir une image du handicap adéquate et qui respecte vraiment leurs droits. Et donc toutes ces inégalités structurelles font qu'il est vraiment important de réfléchir de manière transversale et intersectionnelle à toutes ces questions du handicap pour justement essayer dans tous les domaines de compétences, que ce soit l'emploi, l'enseignement, de pouvoir diminuer ces inégalités, de pouvoir agir sur ces inégalités et surtout de ne pas créer de nouvelles inégalités. Une deuxième raison de faire du handi-streaming, c'est une raison qui est purement légale. Au fait, les autorités belges, les décideurs politiques sont tenus légalement de faire du handi-streaming et de promouvoir et de s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent exercer tous leurs droits humains. Et elles sont tenues légalement à cette obligation, tout simplement parce que la Belgique a ratifié en 2009 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, qui dit qu'en fait, les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que tout le monde et pour pouvoir bénéficier de ces droits, il faut mettre en place des mesures, ce qu'on appelle des obligations positives à charge des autorités, afin de garantir, par exemple, le droit à l'emploi, le droit à l'enseignement, le droit à l'accessibilité, le droit à l'égalité, à la non-discrimination. Donc les autorités doivent pouvoir mettre des choses en place pour faire en sorte que ces droits soient respectés. Ça, c'est la convention, c'est au niveau international. Et depuis 2021, cette convention a été, on va dire, intégrée dans notre constitution. Donc, on a un tout nouvel article 22 ter dans la Constitution qui dit que les personnes en situation de handicap ont droit à la pleine inclusion dans la société. Et ça aussi, ça a beaucoup de conséquences au niveau des politiques et notamment au niveau des politiques locales, c'est-à-dire que maintenant, les autorités ne peuvent plus prendre une politique, décider d'une législation ou d'une réglementation qui ne serait pas conforme au droit à l'inclusion. On va revenir sur ces termes par la suite, ma collègue vous les expliquera. Et enfin, en Belgique, on a un autre cadre légal qui est très important et qui est très étoffé. On a beaucoup de chance par rapport à ça. C'est toute l'étendue de nos législations antidiscrimination
qui protège les personnes en situation de handicap de la discrimination et leur confère le droit aux aménagements raisonnables. Alors, cette législation antidiscrimination, elle n'est pas valable que pour les personnes en situation de handicap, elle est aussi valable pour d'autres personnes qui sont protégées par certains critères comme l'orientation sexuelle, l'origine sociale, la composition de ménage, etc. Donc, toute une, toute une série de publics vulnérables sont protégés par ces législations antidiscrimination. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'article 22 ter, qui est apparu dans notre Constitution en 2021 et comme je vous le disais, elle impose des obligations, positives aux autorités. Et il faut savoir que cet article 22 ter, il a fallu beaucoup d'années avant qu'il soit introduit dans notre Constitution et les législateurs ont beaucoup réfléchi aux termes qu'ils ont utilisés. Et je vais m'attarder sur 3 termes, dans les diapos suivantes, sur les termes «personnes en situation de handicap», qui est un terme qui a été préféré au terme «personnes handicapées», au terme «inclusion», qui a été préféré à l'intégration et au terme «aménagement raisonnable», parce que ce sont vraiment des choses qui sont assez importantes pour bien comprendre et après on viendra un peu plus dans le concret de la boîte à outils, en streaming. Pourquoi le législateur a-t-il, décidé de parler de personnes en situation de handicap et non pas de personnes handicapées? Alors il faut savoir que pendant des années, on a eu une vision des personnes handicapées qui était, ce qu'on appelle une vision médicale du handicap. C'est-à-dire qu'on se considérait que le handicap était un problème et que pour résoudre les questions de handicap, on devait travailler sur réparer la personne, la réhabiliter, et donc le problème se situait au niveau de la personne elle-même. Donc c'est la personne qui ne comprend pas, comme l'illustre le dessin, qui n'a pas usage de ses mains, qui est potentiellement en crise, qui est fragile. Donc c'est vraiment la personne handicapée qui est au cœur du problème. Ça, c'est une vision qui a été remise en question par les associations de défense des droits des personnes handicapées, au départ, dans le courant des années 80 et qui peu à peu s'est imposée, heu dans, on va dire dans les pratiques et qui, a été révolue grâce à la Convention ONU des droits des personnes handicapées. Maintenant, on est passé dans une vision plus sociale du handicap et donc comme je vous le disais tout à l'heure, on parlait du handicap qui au fait était lié à l'environnement et donc, parfois on était en situation de handicap dans certains contextes, mais pas forcément dans d'autres. Et ça, c'est vraiment la vision du modèle social du handicap, où en fait, c'est plus la personne qui est le problème, c'est la société qui est le problème. Donc la personne est en situation de handicap parce que les transports ne sont pas adaptés, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'emploi, inclusif pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a des discriminations, parce qu'il y a des problèmes de pauvreté, des préjugés, d'inaccessibilité. Donc là, c'est Je vraiment vais la aller. société Allez-y. qui qui peut créer des situations de handicap. Donc on est dans un modèle social du handicap ce qui a des conséquences. La façon dont on va questionner, enfin, essayer de résoudre au niveau politique les questions de handicap vont plus être dans le chef alors, comme je le disais tout à l'heure, de l'échevin ou du ministre des Affaires sociales, mais va concerner toutes les compétences politiques qu'il peut avoir. Et là, toutes les politiques publiques ont un rôle prépondérant parce que c'est dans ces différentes compétences qu'on va pouvoir lever les barrières que rencontrent les personnes en situation de handicap. Voilà. A alors après, du coup, avoir parlé de votre rôle, pour pouvoir intervenir structurellement, ici, on va parler des aménagements raisonnables. Alors, qu'est-ce qu'un aménagement raisonnable? Donc, dans aménagement raisonnable, il y a aménagement qui est, finalement une mesure individuelle, pour la personne et il y a aussi le mot raisonnable et du coup, quand, une personne en situation de handicap, a besoin d'aménagement raisonnable, c'est une obligation légale pour la personne, enfin pour la partie qui est interpellée de pouvoir répondre à la demande d'aménagement. Et donc on est bien sur une mesure individuelle, de la personne. C'est bien sur demande, donc c'est bien la personne qui est en situation de handicap et je donnerai des exemples après, qui va faire la demande. On est dans une obligation immédiate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne demande, des aménagements,
il y a une obligation, de répondre à cette demande ou en tout cas d'analyser la demande d'aménagement et on parle de charges qui ne doit pas être disproportionnée. En fait, on entend par là que, l'aménagement doit être raisonnable et donc pour analyser ce caractère raisonnable, il y a différents critères qui nous permettent d'évaluer, ceci, notamment le coût de l'aménagement, l'impact sur l'organisation, l'impact sur les autres personnes, que ce soit les collègues si c'est un travailleur qui demande les aménagements et cetera. Heu, voilà et donc pour vous donner des exemples pour que ça vous parle, davantage, en tant que commune ou en tant que CPS, parce que je pense qu'il y a des présidents de CPS, voilà, vous êtes à la fois employeur et donc vous pouvez être confronté à des demandes de travailleurs, par rapport à certains aménagements raisonnables. Marie-Ange parlait tout à l'heure que l'aménagement ne concerne pas uniquement les handicaps visibles, mais si on prend par exemple des maladies chroniques, voilà, en tant qu'employeur, vous allez pouvoir peut-être, répondre à des demandes d'aménagement de vos travailleurs qui ont une maladie chronique. En tant que commune, vous êtes aussi pouvoir organisateur, des écoles, par exemple dans l'enseignement obligatoire où certaines communes, sont, PO de certains établissements de promotion sociale. Mais là aussi, il y a des législations qui existent et les étudiants et les élèves, ont droit également à des aménagements raisonnables à l'école. On va prendre l'exemple d'un élève ou d'un étudiant qui a des troubles, de l'apprentissage. Cet élève ou cet étudiant a droit à des aménagements raisonnables. Et en tant que commune, vous pouvez aussi être interpellé par rapport aux aménagements. Par exemple, un citoyen qui demanderait un aménagement parce qu'il ne sait pas, se rendre à la commune. Imaginons, il se déplaçait en chaise et il n'y a pas accès, il peut faire la demande d'un aménagement pour pouvoir y accéder et donc l'aménagement raisonnable, on est vraiment sur quelque chose d'individuel, et donc comme vous voyez sur la photo, finalement, l'aménagement, c'est vraiment, une mesure qui va permettre à la personne qui est en situation de handicap d'être sur le même pied d'égalité que les autres. Vous voyez sur la photo que la personne en chaise, clairement, s'il n'y a pas, quelque chose qui lui permet d'être, surélevée, beh, n'est pas sur le même pied d'égalité et donc parfois, dans les dossiers, on est un peu interpellé, on nous dit: «Oui, mais quid de l'égalité par rapport aux autres?» En fait, il faut plutôt voir les choses d'une autre façon. L'idée, c'est de se dire: «La personne qui est en situation de handicap n'est déjà pas sur le même pied d'égalité que les autres» et donc l'aménagement, en fait, c'est permettre à la personne d'être sur le même pied, d'égalité que les autres qui ne seraient pas en situation de handicap. Voilà pour l'aménagement raisonnable. Alors par contre, on peut différencier ah oui et alors, effectivement, quand il y a un refus d'aménagement raisonnable, en fait, on considère légalement que c'est une discrimination. Voilà, comme ça vous savez, mais si vous avez des questions, on pourra débattre après. Donc l'aménagement raisonnable est différent de l'inclusion. Alors vous voyez sur la photo que l'inclusion, c'est la troisième photo où finalement l'idée de la société inclusive, c'est de se dire qu'en fait, peu importe la situation de handicap de la personne, en fait, on supprime toutes les barrières et tous les obstacles. Marie-Ange, disait tout à l'heure que, la vision du handicap à l'heure actuelle, en tout cas la vision sociale, c'est de se dire que ce sont les obstacles qui rendent la situation de handicap pour la personne et donc dans cette vision d'inclusion, l'idée, c'est vraiment de supprimer toutes ces barrières et ces obstacles et c'est d'être dans une démarche proactive. Alors que finalement, quand on répond de façon individuelle à l'aménagement raisonnable, on est dans une position de réactivité vu qu'on va répondre a posteriori. Voilà. Voilà. Et donc dans cette idée de promouvoir, l'inclusion telle que nous le demande au fait la convention ONU et la constitution maintenant, le handi-streaming, au niveau politique a tout son sens. Parce que l'idée, c'est de vraiment pouvoir lever ces barrières en anticipant le plus possible les impacts des politiques sur les personnes en situation de handicap et donc en procédant de la sorte, on obtient des politiques qui sont davantage efficaces et efficientes. On agit proactivement, préventivement et donc on évite de devoir réparer par la suite
des discriminations, des situations discriminatoires, des situations de handicap qui sont survenues et réparer a posteriori, ça coûte toujours plus cher. Donc si par exemple vous construisez un bâtiment qui est inaccessible et que par la suite vous devez le rendre accessible, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous l'avez prévu d'emblée. Donc une réduction des coûts, moins de mesures correctives, moins d'aménagements raisonnables et enfin une société inclusive où chacun peut avoir sa place avec une plus grande représentativité de la population dans toute sa diversité. Heu et donc ça, c'est vraiment, les avantages du handi-streaming et tout à l'heure, je vous disais que parfois on ne fait pas toujours le lien entre certaines compétences et les situations de handicap et je prenais par exemple la thématique, la compétence propreté et le fait de mettre en place une politique de gestion des déchets, du coup vérité pour les déchets. Et ben voilà un exemple intéressant. Si, l'échevin en charge de la propreté fait, une étude d'impact de sa politique sur base du handicap, il pourra se rendre compte que, par exemple, si on demande à la population de payer ces déchets au poids, ça peut avoir un impact démesuré sur certaines personnes en situation de handicap et c'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de signalements dans certaines communes, notamment plutôt du côté de Liège qui est déjà très avancé dans les ces questions de coût-vérité des déchets et de paiement de la politique au poids, mais c'est peut-être aussi le cas, dans la région du centre. Il a fallu que Unia interpelle de nombreuses communes parce que les personnes handicapées qui utilisaient des langes dans leur quotidien, devaient payer des sommes très, très importantes pour leurs déchets, parce que le poids est très, très lourd. Et donc, on a dû interpeller. Par la suite, les communes ont dû réviser toute leur réglementation pour pouvoir prévoir des dérogations pour les personnes en situation de handicap par rapport à cette question de coût-vérité des déchets. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui est très connu, c'est toutes les politiques de stationnement et notamment l'usage de la scan-car. On pourrait dire que le fait que l'automatisation du contrôle de stationnement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les personnes en situation de handicap a priori. Mais par la suite, on a vu au fait que toute cette digitalisation du contrôle avait beaucoup d'impact puisque ces scan-cars ne savaient pas, identifier les cartes de stationnement pour personnes handicapées. Là aussi, lorsqu'on fait du handi-streaming, on peut le voir très, très vite qu'il va avoir un problème pour les personnes en situation de handicap et agir dès le départ pour pouvoir éviter, des contraventions inutiles. Même chose pour les politiques de mobilité. On crée un piétonnier. Si on évalue l'impact de ce piétonnier sur les personnes en situation de handicap, on va pouvoir anticiper les difficultés et prévoir des poches de stationnement pour les personnes handicapées à proximité. Et donc ça, c'est vraiment l'idée du handi-streaming, c'est de pouvoir préventivement, proactivement considérer les difficultés, l'impact positif ou négatif que ça peut avoir sur les personnes en situation de handicap. Alors, très concrètement et je vais vous renvoyer parce qu'on va passer très, très vite puisque le temps, file à toute vitesse, mais je vous inviterai à lire alors notre outil, enfin notre boîte à outils où vous aurez plus d'informations. Alors, comment mettre en place une politique de handi-streaming? Alors, il y a 10 étapes qui sont décrites dans notre outil et je vais les parcourir très, très, très vite avec vous. Mais la première, c'est, d'éviter les stéréotypes à l'égard des personnes en situation de handicap. Donc je vous le disais tout à l'heure quand on a abordé la question de la définition des personnes handicapées, le handicap, c'est très, très large, c'est une multitude d'incapacités différentes, qu'elles soient physiques, sensorielles, même les maladies chroniques sont intégrées. Donc on ne doit pas avoir une vision figée et trop restrictive de la personne en situation de handicap. Les personnes handicapées sont loin d'être un groupe homogène. Et donc, on est face à plein de situations. Des personnes en situation de handicap qui travaillent, d'autres qui ont des allocations et qui restent à la maison, d'autres qui sont volontaires, certaines qui vivent en famille, certaines qui vivent en institution. Donc, il faut vraiment avoir cette vision large des personnes en situation de handicap et non stéréotypée lorsqu'on veut établir une politique ou prendre une mesure à l'égard de ces différents groupes. La deuxième mesure pour faire du handi-streaming, c'est d'utiliser les études, les statistiques qui sont à disposition et s'il n'y en a pas, créer éventuellement, collecter soi-même les données. L'idée ici, c'est de vraiment s'informer pour pouvoir heu, bien bien pouvoir mener des politiques efficaces, au fait. Sans statistiques, sans données, on passe parfois à côté de l'objectif. Donc toute cette recherche d'informations documentaires,
Elle peut vraiment être utile lorsqu'on veut comprendre les impacts d'une politique sur les personnes en situation de handicap. Et à cet effet, je vous renvoie vers, un site d'information qu'on a créé qui s'appelle le Equality Data Hub. Donc c'est vraiment un endroit où vous allez trouver plein de données sur, l'égalité des chances par rapport à différents types de critères, les critères dits raciaux, l'orientation sexuelle, le handicap, l'état de santé. Là, vous allez trouver plein d'études lorsque vous voulez mettre en place sur ce site que nous avons créé, et il y a vraiment une grosse partie qui est consacrée au handicap et à l'état de santé. Troisième mesure, c'est, de faire ce qu'on appelle un handi-check. Un handi-check, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une étude d'impact, de chaque mesure politique sur les personnes en situation de handicap. Et dans la boîte à outils, donc que nous vous enverrons, il y a vraiment différentes questions qu'il faut se poser lorsque vous, par exemple, vous organisez un événement, ou lorsque vous adoptez un règlement, ou lorsque vous octroyez une subvention. Vous pouvez vous poser différentes questions. La première question, ça va être: est-ce que les personnes en situation, de handicap auront accès à la mesure que je propose? Est-ce que je prends en compte le fait que, parfois les critères sont liés? Donc, est-ce que la mesure que je prends va favoriser les femmes et les hommes en situation de handicap et pas uniquement les hommes? Parce que parfois, on a des mesures qui vont favoriser une partie du groupe, mais pas tout le groupe cible. C'est important de tenir compte de la problématique de l'intersectionnalité. Est-ce que, la mesure va être évaluée? Est-ce qu'on va recueillir le retour d'expérience pour s'améliorer lorsque d'une prochaine étape? Donc ce sont toutes des étapes, un questionnement, un peu à la façon du gender test qu'on fait, beaucoup, au niveau régional ou fédéral, et je ne sais pas si on le fait au niveau communal, mais vous pourrez me le préciser par la suite. Mais c'est voilà, c'est le handi-test ou le handi-check. Voilà. La quatrième étape du handi-streaming, c'est vraiment de prendre connaissance du tout le cadre légal qui entoure les questions, de handicap, et là, je vois qu'il y a une main levée. Ah, C'est Jean-Marie qui le c'est Non, c'est Jean-Marie. moi, c'est une erreur. OK, pas de souci. Voilà, tout le cadre légal, qui entoure les questions du handicap. Il y a bien sûr la convention, ONU, mais il y a les législations. En matière d'emploi, il y a toutes les législations sur la réintégration des travailleurs malades de longue durée. En matière d'enseignement, il y a les décrets aménagement raisonnable dans l'enseignement, qu'il soit de promotion sociale, l'enseignement, fondamental. Donc vous avez toutes ces législations, vous avez déjà beaucoup de législations qui sont par exemple reprises aussi sur notre site web, unia.be, dans l'onglet législation et jurisprudence. Voilà une autre source, d'information, mais c'est bien important de prendre connaissance du cadre légal. Autre point, mais sur lequel je ne vais pas m'attarder puisqu'on aura quelqu'un de la VIC qui va venir parler du rôle des handicontacts, mais il est vraiment important, et idéalement de le faire dans chaque département, de créer un point de contact handicap dans les différents départements. Et ce sont vraiment avoir une personne qui a été formée, sensibilisée à la question du handicap pour pouvoir se dire: «Tiens, dans telle thématique emploi, moi je suis formée, j'ai été éventuellement mis en situation par une ASBL, je me suis renseignée sur les critères d'accessibilité et je vais m'assurer qu'au fait, dans chacune des politiques, j'ai ce point d'attention sur, les situations de handicap». 6e point sur lequel je ne vais pas trop m'attarder parce que monsieur Huet va aussi l'expliquer par la suite, c'est la nécessité, et c'est vraiment fondamental, c'est vraiment la base de tout, de consulter les associations représentatives de personnes handicapées, les personnes handicapées elles-mêmes, les conseils consultatifs, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment avoir des retours du terrain, et c'est vraiment la base de la convention ONU droits des personnes handicapées. Donc ça sera la 6e étape. Je parcours très vite, hein, mais je vous invite à lire la brochure par la suite. Hop. La 7e étape de handi-streaming, c'est, la nécessité d'adopter un plan d'action. Alors ça, c'est très important parce qu'en matière de droits des personnes handicapées et en matière d'inclusion, heu, il y a encore beaucoup de choses à faire en Belgique, hein. Donc j'expliquais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'inégalités structurelles. Donc si on veut aider les personnes en situation de handicap à pouvoir, travailler dans un environnement de travail inclusif, si on veut vraiment un enseignement inclusif, si on veut une pleine accessibilité des bâtiments, des voiries, et cetera, tout ça ne peut malheureusement pas se faire du jour au lendemain. On sait que, voilà, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va rendre toute la commune accessible, on a un cadre bâti, on a des pratiques organisationnelles qui sont existantes, donc ça va demander du temps.
Et ce qui est important dans la démarche de handi-streaming, c'est se dire: «OK, on va y aller progressivement, mais on commence dès maintenant avec une vision claire, des objectifs, un calendrier et on avance efficacement vers l'objectif qu'on s'est fixé». C'est ça qui est demandé d'ailleurs par, l'ONU. La demande, par exemple, pour l'accessibilité, c'est vraiment pas de rendre tout accessible du jour au lendemain, mais c'est d'avoir cette plan d'action en se disant: «Voilà, moi je me fixe pour objectif que dans ma commune, d'ici 2030, tous les bâtiments communaux sont accessibles ou tous les bâtiments disposent d'un sanitaire adapté» et chaque année, au budget, je prévois une ligne budgétaire, des travaux où je vais garantir que l'accessibilité sera d'abord assurée dans une école ou dans tel bâtiment pour pouvoir atteindre son objectif et ces plans d'action, c'est vraiment, hyper important. Il faut pouvoir, le faire dans différents domaines, dans chacune des compétences, mais c'est ce qui permet d'avancer le plus efficacement, vers l'objectif qui est pas facile à atteindre, mais quand on a des ressources qui sont réduites, c'est la seule façon d'être efficace et d'éviter justement de se disperser et d'investir beaucoup d'argent ou beaucoup de temps dans quelque chose qui, au final, n'était peut-être pas la chose la plus adéquate. Enfin, le 8e point de vigilance, c'est vraiment de réfléchir à la conception universelle. Lorsqu'on conçoit un espace, un bâtiment, lorsqu'on achète un logiciel pour sa commune, juste pour les employés, beh, c'est de veiller qu'il soit accessible à toutes les personnes en situation de handicap, tout type de handicap confondu. Donc ici, par exemple, sur l'image, ça c'est une pratique qui est de plus en plus courante, mais lorsqu'on prépare et qu'on rénove un trottoir, au fait, on s'assure qu'il soit accessible pour les personnes en chaise roulante, pour les personnes déficientes visuelles et ainsi il est au fait confortable pour tout le monde, tous les citoyens. Avant-dernier point et qui est très important, c'est communiquer, communiquer, communiquer parce que parfois on fait beaucoup de mesures pour, les personnes en situation de handicap et on est frustré parce que ça n'a pas rencontré le public souhaité et donc c'est très important de pouvoir communiquer au travers des associations, des conseils, via les canaux grand public, mais c'est vraiment il faut pouvoir être transparent sur ce qu'on met en place, et en faire la publicité et enfin évaluer les mesures que l'on met en place pour ne pas répéter, d'éventuelles erreurs par la suite, donc l'évaluation est aussi très important. Voilà. Alors pour terminer, on vous a mis, quelques outils, notamment, le toolbox sur le handi-streaming, la brochure aménagement raisonnable dans l'emploi, la brochure, aménagement raisonnable dans l'enseignement. On vous a également mis, notre mémorandum à l'intention des pouvoirs locaux. Donc voilà, l'outil en ligne, par rapport, à l'environnement de travail inclusif, et alors comment dire? Le lien vers notre site avec les guides et conseils pour une communication plus inclusive. Et alors pour terminer, on vous informe que le 18 mars, si vous n'avez pas encore reçu l'information, on organise une journée à l'intention des communes. Quand je dis communes, c'est, communes, CPS et cetera, que ce soit élus ou que ce soit, les travailleurs de la commune. Ce jour-là, en fait, l'idée, c'est vraiment, de discuter, bah, de l'obligation ou en tout cas des, questions de diversité, de discrimination au sein des communes, de partager l'expérience, en fait, de certaines initiatives qui ont été prises dans des communes et l'après-midi, ce sera des ateliers thématiques. Voilà. Et enfin, pour terminer, on vous a mis, bah, la boîte mail, Unia, pour le Hainaut, mais on vous a aussi mis, comment nous contacter si vous avez des questions ou si vous devez orienter un citoyen ou quelqu'un d'autre pour faire un signalement chez nous, quoi. Voilà. Merci pour, votre attention. Voilà. Je vais Marie, arrêter le partage, comme ça on pourra tous bien se voir et voilà. Merci est-ce beaucoup. est-ce que vous avez, des questions par rapport à la présentation? Merci. C'était bien Micro. clair. On n'entend pas. Micro, Leslie. Ça marche même. Non, ah non, on ne vous entend pas. Moi, je disais que c'était bien expliqué, c'était très clair.
Merci. Euh, Laurence? oui, Pendant Leslie? excuse-moi, j'ai pas levé ma main. Oui, en effet, c'était très clair et je vous en remercie. Le 18 mars, ça se fait où? Dites-moi. Ah oui, je l'ai pas dit, pardon, à Namur, Ah, ok, très bien. au centre culturel de Baumel, donc c'est pas très loin de la gare. Ouais, Mais si vous voulez, j'enverrai l'invitation à Jean-Marie qui pourra peut-être vous la transférer. très bien, merci. Ça va? Une petite anecdote, je dirais pas qui, mais quand j'ai envoyé l'invitation, j'ai envoyé au bourgmestre où je suis, au président de CPS. Il y a un bourgmestre qui m'a répondu dans les minutes en disant je transfère à la personne qui s'occupe du handicap. Et je dis ah, monsieur, il n'a pas bien lu mon mail. Parce que justement, c'est ça le gros apport du handi-streaming et comment on va pouvoir dans les communes en faire un maximum. Et ça va pas coûter spécialement cher. C'est justement si on prévoit tout ça à l'avance euh, et que chacun. Parce que si la personne, par exemple, qui s'occupe du handicap va voir un Autrichien en disant il faut que les voiries soient accessibles, l'Autrichien il va dire hey, oh, c'est pas tes matières, hein. Je l'entends déjà. Et donc, il faut vraiment que ce soit que ça percole chez tous les échevins et chez les présidents de CPS, et que chacun prenne sa part en fait. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et ça, c'est valable au niveau communal, au niveau régional, au niveau fédéral, partout, quoi. Il faut vraiment avoir cette. Et je trouve aussi que le politique doit donner l'impulsion à l'administration. Parce que ça, c'est important aussi. C'est quand même l'administration souvent qui prépare les dossiers, les architectes, etc. Et d'autres. Et donc, il faut que dans l'administration, cette idée-là percole aussi du handi-streaming. Et donc, il faut vraiment que. Et c'est pour ça que je voulais faire ça avant la mise en place des PST. Il faut que le politique donne vraiment un signal fort à tout le monde, et donc y compris à l'administration, pour dire qu'il faut réfléchir dans un cadre handi-streaming et pas chacun dans son silo, surtout au niveau du handicap, hein. Et que le handicap aussi, ça ne concerne pas. Bon, moi, je suis en fauteuil roulant et je le répète 10 fois par jour, mais ça ne concerne pas et de loin que les personnes en fauteuil roulant. Donc, il y a tous les autres. Donc, il faut tenir compte. Parce que souvent, on dit, ah, on a mis une rampe d'accès. Oui, mais tu as réglé 2% des problèmes avec ta rampe d'accès. Il y a tout le reste. Il y a la signalétique, il y a l'accueil des aveugles, des autistes, des personnes qui ont la maladie de Crohn, par exemple, qui doivent aller à la toilette parfois en urgence ou des choses pareilles. Donc, ce sont toutes des petites choses qui parfois ne coûtent rien, hein. C'est même pas un coût supplémentaire, c'est juste dans l'organisation. Euh, le choix des pascables, par exemple, quand on fait une fête, on met souvent des pascables. Ben, il y en a qui sont mieux adaptés que d'autres. Donc, il suffit de choisir les bons. Et ça va pas coûter plus cher pour louer un pascable plat ou qui a 15 cm de hauteur, alors que ça sert à rien. Laurence, tu veux? Oui, merci Jean-Marie, mais rapidement, j'avais une question par rapport, enfin, tu parles de l'ensemble des handicaps, pas uniquement les personnes qui, comme toi, sont dans un fauteuil roulant, mais est-ce que vous avez, au niveau d'une ville, par exemple, un répertoire des choses, enfin, c'est peut-être idiot ce que je demande, à côté desquelles on passe le plus souvent au niveau des aménagements, mais qui te semblent ou qui vous semblent de manière générale les plus évidentes et auxquelles on penserait pas forcément. Ça existe, ça, tu penses? Pas à ma connaissance. Non. Non. Ok. Il existe, en matière d'accessibilité, il existe des Oui. référentiels. Mhm. Mais c'est vrai qu'un répertoire, justement, oui, je trouve l'exemple de Jean-Marie, il est très, très criant, hein, quand on fait un pascable ou lorsqu'on loue des toilettes
type Cathy Cabine pour un événement, bah, ça ne coûte pas plus cher d'en prendre une qui est adaptée, ça va convenir à tous. Ce sont tous des quick wins, on va dire, donc quelque chose qui est facile à mettre en place et qui va rendre service à beaucoup de monde et auquel on ne pense pas d'emblée. Et c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir les référencer quelque part. Ok, merci. Je sais pas si Leslie, tu as récupéré ton micro? Langue des signes, on ne connaît pas. Ou alors peut-être te déconnecter, te reconnecter ou dans le chat. Ouais. En attendant, peut-être Vincent. Bon, il n'y a pas que le bureau qui doit parler. Hein. Voilà. Oui, Vas-y, Vincent. bonjour, excuse-moi du retard. Juste prendre un exemple que je porte depuis, ça va faire 10 ans, attendez, hein, je sais pas, 8 ans. L'inauguration du théâtre de la Louvière. C'est un exemple type de la mauvaise volonté. Comment exprimer quelque part sans s'énerver, mais calmement, et de dire que parfois des responsables politiques, et pas seulement qu'eux, parce que l'administration qui est derrière, elle est là aussi pour seconder, aider, apporter la réflexion et faire le travail. Je prends l'exemple du théâtre de la Louvière, inauguré, dans laquelle le conseil consultatif a été convié à faire la visite avant l'inauguration, pour voir si l'accessibilité était possible. Il y avait 2-3 problèmes qu'on a réglés immédiatement, grâce à Jean-Marie, parce que c'est une boîte à idées incroyable, mais il apporte des solutions tout de suite. Sauf une, dans laquelle la réponse, elle est vraiment malheureuse. Pour n'importe quel citoyen qui a une petite difficulté de mobilité, parce que j'ai été au théâtre il y a 15 jours et je vois qu'on n'a rien fait depuis 10 ans, enfin j'ai déjà été plusieurs fois, mais on me dit chaque fois, ça va être fait, ça va être fait. C'est-à-dire une petite rampe pour accéder au fauteuil. Il y a le long du mur, on demande de mettre une rampe. La réponse qu'on nous a donnée au départ, c'est que l'architecte, puisque le théâtre, c'était la communauté française qui était le chef-d'œuvre, le chef d'œuvre, et on ne pouvait pas, d'après l'architecte, défigurer son œuvre dans son ensemble. On n'en a rien à foutre de la possibilité des gens, rien que parce que c'est artistique, parce que c'est ci, parce que c'est là, on n'a pas mis, et on ne met pas de rampe. Et c'était vraiment épouvantable. La dernière fois, je me suis présenté, il y avait beaucoup de personnes âgées, donc à mobilité réduite, qui se sont cassés la gueule en montant. Mais je dis, c'est comment est-ce possible qu'après 10 ans, il n'y a personne qui, à part nous, avec Jean-Marie, qu'on essaie de secouer le cocotier, il n'y a personne qui prend. Pourquoi? C'est vraiment une mauvaise volonté de l'individu. C'est l'être humain qui n'a pas envie de voir. La place de Binche, c'est des pavés. Au lieu de mettre des pavés plats, on a mis des pavés de Binche parce qu'ils sont arrondis. Mais quand vous voyez les nombreuses personnes à mobilité réduite, la chaise roulante, parce que c'est comme ça que je me suis aperçu de la catastrophe, c'est parce que les personnes âgées ne sont pas stables sur ces pavés, surtout les femmes avec les talons, les poussettes, c'est épouvantable. Et parlons pas de la chaise roulante. La chaise roulante, le type qui a déjà un problème de dos, vous voyez les bosses qu'il faut se faire. Mais c'est épouvantable, c'est vraiment inouï l'incapacité des architectes et tous ces nouveaux andouilles qui ne veulent pas prendre position. Je suis désolé de coup de gueule, mais l'anti-streaming, c'est ça. C'est plutôt combattre comment dire, l'inhumanité des gens. Ils se cachent derrière quelque chose. On ne peut pas dire parce que c'est artistique la grande place de Binche. Hein. On ne peut pas dire que c'est parce qu'on ne met pas une rampe et on se casse la gueule à chaque fois qu'il y a un spectacle à la Louvière et tout le monde rigole. Quoi. Ben, c'est épouvantable. Hein. Mais, je dis, il faut les envoyer quelque part hein, parce que ce n'est pas possible. Sur Mars avec Elon Musk. Et ça, c'est la conception universelle. Et c'est pour ça que faire du handi-streaming ou de la conception universelle pour les architectes en pensant à la diversité des situations de handicap, bah, c'est confortable. Enfin, c'est indispensable pour les personnes en situation de handicap, mais c'est confortable
pour tout le monde et c'est pour ça qu'il faut le handi-streaming a tout son sens. Je pense que les communes, lorsqu'elles font des cahiers des charges, elles ont du pouvoir aussi. Elles peuvent aussi contraindre, les architectes, les entrepreneurs à respecter ces normes d'accessibilité. Après, quand on est face à un environnement inaccessible, c'est plus difficile d'agir avec nos législations. Mais bon, après, il y a toujours aussi la possibilité de mobiliser la loi antidiscrimination et le droit aux aménagements raisonnables qui peut aussi faire en sorte qu'une fois une personne en situation de handicap, par exemple, réclame, auprès du théâtre de placer une rampe parce que sinon ça empêche sa participation. Il y a quand même des possibilités légales, mais malheureusement, on les active pas toujours et c'est pas toujours facile en matière d'accessibilité, mais voilà. Les personnes ont des droits à ce niveau-là et voilà. Ok, merci. Alors, je vais voir si Madame Di Felice est là pour la VIC, Oui, oui, pour parler bonjour. des handicontact en 2 minutes. Ben voilà, qu'est-ce que le réseau Handicontact? Ben voilà, on a fait un petit état des lieux. Ben, le nombre de communes wallonnes, il y en a 253. Le nombre de communes qui bénéficient d'un référent Handicontact, ben on est à 235. Enfin, nous, on estime que c'est pas trop mal. Voilà, il y a peu de communes qui n'ont pas de Handicontact, mais Madame Tancré s'attelle à, enfin, elle les harcèle, voilà, elle essaye d'avoir des rendez-vous. C'est pas toujours évident, mais on y travaille. L'année passée, par exemple, elle a fait 25 rencontres de nouveaux Handicontact sur l'année, mais c'est 25 rencontres très fructueuses. Donc voilà, le travail est là. Alors, la lettre de mission, ben, je tenais à vous la partager. Voilà, la lettre de mission de handicap, qu'est-ce qu'on demande au Handicontact? Ben, premièrement, c'est centraliser les besoins qui ne sont pas rencontrés par les personnes en situation de handicap. En fait, le Handicontact, c'est le réceptacle des infos relayées par les collègues aussi de la commune. En numéro 2, ben, c'est informer les autorités communales des besoins de la population handicapée. En numéro 3, ben, c'est relayer les informations sur les initiatives favorisant l'intégration et la pleine participation des personnes en situation de handicap à la vie de la commune. En numéro 4, le Handicontact suggère aux autorités d'intégrer des représentants des personnes en situation de handicap dans les organes consultatifs de la commune. En numéro 5, si la commune a mis en place un CCPH, le Handicontact soutient ces actions et participe aux travaux. En numéro 6, soutenir ses collègues des services communaux qui aident, accompagnent ou informent les personnes en situation de handicap sans les remplacer. En numéro 7, recevoir la personne, l'informer et l'aider à traduire sa demande dans le but de trouver avec elle les services de proximité qui pourront l'aider. En fait, le Handicontact, il n'agit pas seul dans cette tâche, mais il est au cœur d'un réseau. Alors, quel est le soutien que la VIC apporte à ces référents Handicontact? Ben, c'est une organisation de table ronde pour accompagner le développement du projet sur l'ensemble du territoire wallon, 2 fois par an. L'organisation de formations destinées aux Handicontact, de formations thématiques destinées au personnel des services communaux. Un contact privilégié avec le bureau régional de la VIC pour toutes les questions individuelles. Et là, je précisais que c'est vraiment là-dessus que Françoise met l'accent quand elle rencontre de nouveaux Handicontact. Alors, un contact privilégié avec le numéro gratuit de la VIC, à dire que c'est vraiment un puits de science pour toutes les questions générales et le lien avec le site WikiWip, qui est le Wiki Wallon pour la formation aux personnes en situation de handicap. Le WikiWip, en fait, c'est un site mais qui est plus accessible à tout le monde. En fait, où les questions sont simples et les réponses sont simples aussi, et vraiment facile à lire, facile à comprendre. Alors, quel autre soutien? Les commissions subrégionales de la VIC, mais voilà, dans l'état où elles sont, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, c'est centraliser les besoins non rencontrés, les relayer, ainsi que les pratiques innovantes, soutenir le partage et la circulation d'informations locales. Ça, c'est les missions de la VIC. En fait, le Handicontact n'est pas un agent de la VIC ou d'un bureau régional. Il ne traite pas les demandes introduites à la VIC.
Alors, je ne sais pas, là, ça a été rapide, si vous comprenez l'émission, je ne sais pas. Alors, les visites, ben, comme je vous l'ai dit, Madame Tancré, elle rencontre physiquement tous les nouveaux handicontact avec un conseiller en orientation du BR qui gère le territoire de la commune afin de raccrocher le référent à la commune. Et pouvoir mettre en place une collaboration entre les communes et le BR et répondre ainsi aux besoins des personnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2024, ben, elle a fait 25 nouvelles rencontres de nouveaux handicontact. Alors aussi, elle remet à jour une fois par mois le listing des handicontact par province. Ce listing, vous le trouvez sur le site internet de l'AVIC ou bien sur la plateforme handicontact. Alors, les GRPP, ben voilà, dans ces missions de coordinatrice handicontact, ben, elle est aidée par les gestionnaires de relations partenariales de proximité. Ils sont 5, ce que nous appelons les GRPP, il y en a un par province. Alors, qui sont-ils? Ben, ce sont des facilitateurs entre l'AVIC, les autorités locales et les partenaires locaux pour les aider à répondre aux préoccupations des citoyens dans le champ des compétences de l'AVIC. Donc, que ce soit la famille, le bien-être et santé ou le handicap. Les objectifs de ces gestionnaires de relations partenariales de proximité, c'est de développer et entretenir un réseautage, de promouvoir la vision intégrée de l'agence vis-à-vis des partenaires et des citoyens et de faciliter les liens entre les initiatives locales et l'agence. Un dernier mot sur les tables rondes, mais on en fait 2 par an dans les 5 provinces avec des thématiques différentes à chaque fois. Par exemple, en 2024, au premier semestre, on avait fait comme thématique l'accessibilité des bureaux de vote et la présentation de la fonction et des missions des gestionnaires de relations partenariales. Au deuxième semestre, on avait eu une présentation d'associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap dans les différentes provinces. Et pour ce premier semestre 2025, on va organiser une formation sur les aides individuelles, l'offre de services de l'AVIC, et il y aura aussi une intervention de certains services d'accompagnement. Donc, merci de votre Il présentation. n'y a pas de souci. Par rapport aux communes, c'est vrai que le handicontact est un facilitateur, en tout cas aussi en interne à la commune, pour tout ce qui est contact avec les personnes handicapées, comme son nom l'indique. Et donc, ça me paraît essentiel. Et aussi d'avoir quelqu'un qui est vraiment handicontact, donc qui se forme, qui reste au courant des associations, etc., qui peut aussi orienter les personnes, pas forcément répondre à toutes leurs questions, mais orienter vers l'association ou l'administration qui pourra les aider. Donc ça me paraît essentiel aussi. Et comme on a dit tout à l'heure, au-delà du handicontact, c'est d'avoir éventuellement dans chaque cabinet et au CPS un référent handicap qui lui aussi est un peu sensibilisé, formé au handicap pour pouvoir avoir une vue un peu spécifique par rapport à ça. Alors peut-être quelques mots sur le conseil consultatif. Donc j'ai eu la chance de présider le conseil consultatif louviérois des personnes en situation de handicap. Comme je dis toujours, c'est un mot très long, il faut des grandes enveloppes pour nous écrire parce que le mot est tellement long, mais chaque mot a son importance. On a dit tout à l'heure l'inclusion au lieu de l'intégration, personne en situation de handicap au lieu de personnes handicapées, et louviérois parce qu'il est louviérois. Et donc, on a mené pas mal d'actions, et notamment une des premières actions qu'on a menées à la mandature précédente, c'était justement de mettre la notion de handicap dans le PST. Et donc, c'est ça qui a donné un peu c'est une phrase, hein, et ça coûte rien. Mais au moins, on montre à la population qu'on tient compte des personnes en situation de handicap, et peut-être d'autres groupes aussi. Ici, on parle des personnes en situation de handicap, mais ça peut être pour d'autres groupes minoritaires aussi. Et donc, ça me paraît important, en tout cas, de donner un signal politique clair comme quoi la commune s'occupe et a en tout cas une attention particulière par rapport aux personnes en situation de handicap. C'est pour ça que j'avais voulu faire cette conférence maintenant, comme on est à l'aube de l'édition des PST
et comment on appelle ça encore, les plans communaux. J'ai vu que Manage est sorti ici aujourd'hui, donc voilà. Je vois que Madame Moulinas qui est en contact à Jean-Blou. Voilà, bonjour Monsieur Jean-Marie Huet, c'est moi qui vous ai envoyé un petit message. Ouais. Mais moi, je me demandais un petit peu, effectivement, comment est-ce qu'on peut agir alors au niveau du politique? On doit leur en parler ou quoi? Ou comment? Parce que moi, en fait, je suis tombée sur cette conférence par hasard, c'est parce que j'ai été sur votre groupe du conseil consultatif. Sinon, je n'ai pas été prévenue du tout, par exemple. Enfin, Non, mais ici, c'était réservé du côté de chez vous, à la région du centre. Ouais. c'est ce que je me suis dit. Parce que je l'ai organisé avec ma casquette commission sub-régionale. Ok. Donc, c'était pour ça, et c'était pour limiter un peu le nombre de participants pour que ce soit plus efficace. Ok. Et évidemment, faire passer ma région avant les autres. Bien sûr. Ça va de soi. Mais comment agir alors au niveau des politiques? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de politiques ici dedans. Enfin, même, Si. il y en a de chez vous. Ils sont tous politiques. Ah bah c'est bien, ça, il n'y a que moi qui ne suis pas politique, quoi, en fait. Ah, voilà. Je me suis incrustée. Et les personnes d'UNIA, mais sinon, tous les autres, Ouais. ce sont des échevins, échevines, Ah voilà. Et comment bourgmestre, président. sensibiliser les notes? Comment sensibiliser les notes? Parce que nous, on fait une grande journée, comme je vous l'ai dit, le 14 mai, et on aimerait bien je dois aller leur parler ou quoi? Je ne sais pas si vous avez il y a un conseil consultatif à Jean-Bou ou... Non. Ah, non. Mais on a dans les conseillers des personnes handicapées. Donc, au conseil communal, on a des personnes en situation de handicap. Donc, voilà. Bon, on est assez proche des politiques, donc je peux très bien leur en parler, mais... C'est ça. Mais de toute façon, la page en streaming sur mon site va rester encore un petit temps. Oui. Et il y aura la retransmission de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, c'est un bon moyen pour leur suggérer de faire la même chose au niveau... Regarder. de regarder et éventuellement faire la même... je pense que mes collègues d'UNIA sont tout à fait partants pour faire ça dans d'autres régions. Et je crois justement que ne pas faire ça avec des centaines de personnes, mais avec des personnes concernées et en petits groupes, ça me paraît plus efficace que de faire ça au niveau de la région entière. Donc, de la région. Voilà. Merci. Mais je pense qu'on avait promis 15h et les 15h12, on est pratiquement dans les promesses. Voilà, s'il n'y a personne qui veut prendre la parole. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de votre participation. Et donc, Unia, moi-même et l'AVIC, nous restons à votre disposition pour tout renseignement. S'il faut venir présenter quelque chose, on est là. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci également, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.